Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir si nombreux pour cette reprise de la saison culturelle Book Club le matin. Donc, on a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un grand écrivain, essayiste, chercheur et professeur, Rachid Benzine, pour la présentation de son dernier roman, Les Silences des Pères. Pour la modération de cette rencontre, nous avons avec nous Madame Sabah Hattab, que nous remercions. Donc, merci beaucoup d'être si nombreux. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires de Sofitel pour nous accompagner pendant ces escales littéraires et la librairie Portanfa et surtout mon ami Amina Msnaoui pour tout le travail qu'elle effectue pour la promotion du livre. Donc, je te donne la parole, Amina, pour un petit mot. Oui, alors ravi de vous retrouver si nombreux. Nous étions avec vous au mois de juin pour le Salon du Livre et pour nos dernières escales littéraires de ce partenariat avec l'hôtel Sofitel que nous remercions pour cette belle manifestation et cette belle place qu'il nous offre. Je remercie bien sûr mes amis du Book Club le matin et puis surtout Rachid qui nous fait l'honneur d'être la première dédicace de son livre au Maroc. Il n'en fait pas en France, le livre est sorti le 18 août. Il n'a fait que de la promotion média. La première signature, il l'a réservée à son pays d'origine, qui est le Maroc, qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne. Voilà. Alors, Rachid est là depuis 5 jours. Il a fait une très belle tournée. Il a fait pas mal de dédicaces à Casablanca, 4. Il en fera une 5e demain avant son retour à Paris. Celle-ci est chez vous, ici à Rabat. On a tenu à ce que le public rabati profite de sa présence au Maroc. C'est vraiment une belle occasion. Je vous remercie d'être là. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Bienvenue au professeur Rachid Benzine. Je suis heureuse et aussi honorée de pouvoir animer ce petit moment littéraire en sa compagnie. Merci de nous honorer par votre présence pour écouter ce partage, cet échange avec un intellectuel, un essayiste, un écrivain pour qui le dialogue est au cœur de notre humanité. Et, dit M. Rachid Benzine, c'est le dialogue qui fait qu'on reste humain. Ainsi, les publications théoriques, tout comme l'œuvre romanesque de M. Benzine, intronisent le dialogue et font l'éloge de la parole, qui est seul gage du lien et de transmission. Et pour cela, M. Benzine, justement, votre œuvre, c'est celle de la transmission. Et au tout début, bien sûr, donc, de ce livre, et lorsque, bien sûr, je l'ai lu, je l'ai aussitôt associé à un événement extraordinaire que tous les Marocains ont vécu, c'est celui de l'épopée de Qatar. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette question de transmission. Je vous laisse nous dire un moment justement sur cette question de transmission et des Marocains qui sont à la fois là-bas, ailleurs, mais en même temps, le cœur, il est ici. Absolument, un grand merci pour cette invitation. Il est clair que ce que j'ai essayé de faire à travers les essais ou à travers la fiction, qui est une autre forme de langage, c'est la question de la transmission quand finalement cette transmission devient de plus en plus difficile, voire impossible. Difficile et impossible pour diverses raisons, tout simplement parce que nous sommes entrés dans une crise de la temporalité, du temps, et que la transmission suppose le temps long. Absolument. Or, on est plutôt aujourd'hui dans un régime de temporalité qui est plutôt lié à l'instantanéité, à l'immédiateté. Et lorsque vous passez de la médiation par la famille, de la médiation par l'école, de la médiation par les institutions religieuses, et que vous avez
je dirais, un autre régime dans l'immédiateté, se pose automatiquement la question comment transmettre, Absolument. avec absolument cette panne du récit, parce que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Chaque être humain adhère à des histoires, que ce soit des histoires nationales ou des histoires de foot, peu importe, nous avons besoin d'adhérer à ces histoires et nous devenons ces histoires-là. Et donc la question de la transmission, elle se pose déjà dans le travail coranique que j'ai dit, comment une parole devient un texte. Vous voyez, c'est des problèmes qui sont immenses, hein, auxquels beaucoup de musulmans ont l'impression d'avoir accès directement à la parole. Ils ont accès à un texte à travers des médiations, à travers un langage. Et tout ce que j'essaye de montrer dans mon travail et dans la fiction, c'est toutes ces intermédiaires qui sont absolument nécessaires pour pouvoir se comprendre. Absolument. Et que cette question de la transmission, notamment dans le cadre de l'exil, devient encore beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que Les silences des pères est peut-être le texte qui me tient encore le plus à cœur, tout simplement pour des questions à la fois familiales, parce que d'abord, moi-même, j'ai un père qui est taiseux, un père silencieux, et je dis souvent, mon père a passé plus de temps à parler à Dieu qu'à ses enfants. Et notre mère a construit aussi une représentation de la figure du père, comme beaucoup de mamans. Et donc, du coup, ce qui fait que cette distance-là, entre les enfants et les pères, devient quelque part infranchissable. Et donc, on a simplement un récit d'un côté, celui de la mère, le récit du père est le grand absent de l'histoire. Et je voudrais simplement attirer votre attention au moment de la Coupe du Monde, lorsque Sa Majesté a reçu l'équipe du Maroc pour son parcours extraordinaire. Il y avait les joueurs et les mamans. Oui. Les pères étaient les grands absents de cette histoire-là. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'interroge, cette invisibilisation des pères, cette absence de parole des pères. Qu'est-ce que deviennent ces paroles-là lorsqu'elles ne sont pas dites? Absolument. Lorsqu'il y a des non-dits dans des familles, comment se construit l'individu? Et que représente la question du silence aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de bruit? Donc, et je racontais tout à l'heure, il suffit qu'on soit dans une réunion, et il suffit qu'il y en ait un qui ne parle pas, et d'un seul coup, il devient suspect. Pourquoi? Parce que finalement, peut-être que lorsqu'on parle, on ne vit pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse, qui est de l'ordre, je dirais, de quelque chose qui est de l'ordre de l'intraduisible. Et c'est comme si le silence était une parole et que les mots, fondamentalement, viennent briser cette manière d'être au monde. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu raconter ces silences au pluriel, parce que d'abord, une vie, c'est de la pluralité, c'est de la complexité, et en même temps, il y a des silences de l'exil, il y a des silences qui sont liés à des drames, puis il y a des silences qui sont aussi liés à la pudeur, et on pourrait, comme ça, faire toutes les fonctions des silences, à la fois avec les travers que ça peut avoir, mais en même temps l'aspect positif du silence aujourd'hui. Ah oui, parfois, bien entendu. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je rappelle, mesdames et messieurs, donc le livre de Monsieur Benzine, Les silences des pères. Monsieur Benzine, d'habitude, le mot silence, justement, est utilisé au singulier. Et là, dans ce titre, il est un peu spécial, Les silences des pères. Et certainement, donc, tout le monde se demande pourquoi ce pluriel, que veut dire ce pluriel? Ce pluriel, tout d'abord, parce que dans une existence, il n'y a pas un seul type de silence en fonction de votre vécu. Et c'est assez intéressant de se poser la question, mais fondamentalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur père? Parce qu'il y en a l'impression qu'ils connaissent leur père uniquement à travers la photo, et s'il y a une moustache ou une barbe qui est posée avec une photo. Mais globalement, on s'intéresse rarement à l'enfance du père, à sa jeunesse, à ses rêves, à ses sacrifices, à ce à quoi il a renoncé. Donc il y a des pans entiers d'une existence d'un homme, d'une femme, auxquels, je dirais, les enfants ne s'intéressent pas. Absolument. Et puis il y a aussi les silences de l'exil. Absolument. C'est-à-dire que globalement, c'est ce que j'ai essayé de décrire et ce que dit le narrateur, c'est que les exilés, ce sont des cadavres en sursis. Et il y a quelque chose qui meurt dans la question de l'exil.
À partir du moment où la structure sociale, familiale, anthropologique, historique dans laquelle un homme est inséré, lorsqu'il est déconnecté de la structure, il n'a plus sa place. C'est comme si vous êtes, je dis souvent, c'est comme si vous êtes un joueur de dames. Ah, c'est le même échiquier, hein, mais vous passez aux échecs et d'un seul coup, vous perdez complètement vos repères. Et dans ce passage-là, qui est dramatique, quelque chose qui n'est pas facile, il y a le philosophe Walter Benjamin qui dit que le silence est la réponse au chaos du monde. C'est-à-dire que dans l'exil, il y a quelque chose qui se brise. Et que peut-être la meilleure réponse, c'est aussi, je dirais, ce silence-là. Mais en même temps, le silence relève aussi de la pudeur. De la pudeur, c'est-à-dire que on ne raconte pas ses souffrances, on ne raconte pas ses drames. Et il n'y a pas d'effusion de sentiments. Voyez. Et donc, pour ne pas gêner, donc la pudeur comme une manière d'être au monde pour ne pas gêner l'autre. Et puis, il y a les drames qu'on ne raconte pas parce que une grande partie, parce que c'est aussi générationnel, c'est une grande partie des drames du XXe siècle, que ce soit la guerre, que ce soit les exilés, que ce soit les migrants, etc. Il y a quelque chose qui ne se raconte pas. C'est comme si finalement, c'est les gens qui vivent un drame disait il faut que les drames et les souffrances et les humiliations et les mépris qu'on a pu vivre meurent avec nous. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas les drames. Les drames, on ne les transmet pas comme un héritage. Et c'est très intéressant parce qu'en faisant ce travail-là, en France et ailleurs, quelles que soient, je dirais, les provenances des gens, même en province française, au fur et à mesure que je parlais de ces silences des pères, parce que moi c'est quelque chose c'est une question qui me taraude depuis l'adolescence. C'est vraiment, c'est quelque chose que je porte depuis longtemps. Je me suis rendu compte que dans les campagnes françaises et ailleurs, on avait aussi ce même type, je dirais, de silence. Et un jour, j'ai demandé à quelqu'un, parce qu'il m'a raconté un peu les voyages, l'exil et tout ce qu'il a pu subir. Et il me disait, c'est la première fois que je raconte cela. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas voulu raconter cela à vos enfants et à vos petits-enfants dans la construction de leur identité ou simplement dans leur récit? Et il avait eu cette très belle expression, il a dit, je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. Et il y a cette idée, j'avais même, quand j'avais travaillé sur l'autre, sur Ainsi parlait ma mère, parce qu'il faut faire les deux, la mère et le père. Absolument. Et j'avais eu ce sentiment-là des femmes qui avaient vécu je dirais, des expériences traumatisantes, mais qui avaient encore ce sourire-là, qui avaient encore cette joie de vivre en parlant. Et c'est très intéressant parce que c'est une génération qui n'a pas fait de ses souffrances une identité. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression, effectivement, il y a des victimes, il faut aussi être capable de les entendre, et des souffrances, il faut être aussi capable de les entendre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se définissent d'abord et avant tout par leurs souffrances. D'où le yoga, d'où toutes ces choses-là pour faire du bien. Non, c'est une petite boutade, mais qui veut rien dire. Hein. Mais j'ai l'impression, c'est plutôt, dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es. Et cette question, je dirais, du silence, elle devient intéressante dans la mesure où, dans une société où nous avons une saturation de sens, nous avons une saturation en termes d'information, c'est qu'est-ce que peut le silence face à une société où il y a beaucoup de bruit. Et c'est très intéressant parce que ce type de silence, vous le retrouvez dans la méditation, vous le retrouvez dans la prière. Il y a quelque chose qui s'opère dans ce type de silence qui est de l'ordre de la vie. Et j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle, il y a moins de vie. C'est vrai, et vous avez raison, Monsieur Benzine. Et justement, c'est cette question de silence qui va tout simplement provoquer la rupture entre le père et son fils Amin. Parce que là, dans les silences des pères, il y a le fils, le narrateur qui s'appelle Amin, et pendant 22 ans, il n'a pas vu son père. Quelle est la raison? Eh bien, il dit son père, il ne se comprend plus avec lui, il ne parle pas, et donc il est devant lui comme une statue. Donc c'est justement donc le fait de ne pas parler, ça peut aussi bien sûr donc justement générer cette rupture fatale finalement. Oui, absolument. Et il y a aussi des drames, c'est-à-dire que cette famille subit un drame puisqu'il y a un jeune qui meurt
je dirais, sur une C'est moto vrai. poursuivi par la police. Donc il y a un véritable drame C'est vrai, et le père, face à la souffrance, se tait, oui, ne prend pas la parole. absolument. Or, Amine s'attendait à ce que son père demande vengeance, C'est demande ça. de la justice, et voilà que ce père-là accepte globalement le destin. Et il y a un malentendu dès le départ, Absolument. puisque Amine va lire ce silence de ce père face à ce drame-là comme de la lâcheté. Tout à fait. Et il le dit au Tout à début, fait. il marque, si je peux lire un extrait, ça ne vous dérange pas, simplement pour essayer de voir un peu comment, quand il revient pour l'enterrement de son père, il découvre un peu ce mutisme-là. Voilà, ça commence comme ça. Avant d'entrer sur scène, je m'isole pour mieux me concentrer. Mon père, lui, n'a jamais quitté les coulisses. Il se tient là, sans dire un mot. Si je m'efforce de l'entendre, de faire résonner sa voix dans ma mémoire, aucun son, aucune intonation, pas même une expression. Aucun mot du pays, de basmala, rien. Ma mère était sa voix. Elle parlait pour lui, lisait au travers de ses non-dits, comprenait ses soupirs. On dit que c'est ça l'amour. Je crois plutôt que c'était de la lâcheté. Une amputation volontaire, un choix, celui d'être assisté, laisser à d'autres la parole, le bruit, le brouhaha, les ordres et les mots doux, leur laisser les chants et les berceuses, car lui avait le silence et l'amertume. À lui la possibilité de rester en retrait, à nous la nécessité des responsabilités. Pour maman, les cris de l'annonce de la mort d'Ibrahim. Pour moi, les sanglots lorsqu'elle disparut à son tour. Pour mes sœurs, les larmes le jour de sa mort. Et lui, toujours silencieux. Encore aujourd'hui, jusque dans sa tombe, mon père est un exilé. Justement. Donc, et cette rupture va se prolonger pendant 22 ans. Qu'est-ce qui va faire que ce fils décide finalement de revenir? Eh bien, ça sera la mort. Lorsque son père décède, à ce moment-là, il vient, bien sûr, pour enterrer le père. Mais quelque chose va se produire. En vidant l'appartement, il trouve une enveloppe. Quelque chose l'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être que cette enveloppe va être donc le départ, je dirais moi, il va entendre peut-être la voix qui va ouvrir la voie. Je vous laisse. Absolument, c'est-à-dire que Amine est un pianiste international qui il fait je dirais des concerts dans le monde entier. Et il vient en pensant qu'il va en avoir simplement pour 2 ou 3 jours parce qu'il a un concert et des enregistrements très importants. Tout à fait. Et il arrive, il le dit, il a fallu qu'il meure pour que je revienne. Et il revient à la fois pour laver le corps du père, donc il y a toute une description de la toilette, il ne sait pas comment s'y prendre et c'est je dirais, l'imam qui lui dit voilà les gestes qu'il faut faire. Donc il y a un rapport, je dirais, au corps de ce père avec sa nudité, je dirais, avec ses blessures et il a l'impression qu'il découvre un corps, il ne reconnaît pas son père au départ. Et donc, il y a quelque chose qui se passe lorsque, justement, l'imam lui demande de caresser l'épaule de son père. Et il le regarde et il lui demande de caresser une première fois, une deuxième fois. Il lui dit, mais c'est dans le rituel, ça? Il lui dit, non. Il lui dit, mais ça vous aura fait probablement du bien à vous deux. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connexion, globalement, quand est-ce que tu as touché le corps ou l'épaule de ton père pour la dernière fois. Donc il y a ce rapport au corps qui me semblait important. Et ensuite, il faut vider l'appartement. Vider l'appartement, trier les vêtements. Vider un espace dans lequel vous avez des souvenirs, dans lequel vous avez grandi. Et avec toute la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Et avec aussi cette envie de vouloir tout garder. Et c'est en vidant l'appartement qu'il finit par trouver des cassettes audio. Alors pour les plus anciens d'entre nous, les gens de l'époque, avant, ils envoyaient des cassettes audio où on enregistrait pour que la famille puisse écouter. Voilà, donc il y avait des messagers de nouvelles. Et là, il va trouver une quarantaine de cassettes où son propre père, donc le père d'Amine, racontait à son propre père resté au pays
les différents métiers qu'il a fait, son amitié avec quelqu'un qui s'appelle Driss, qui était son ami d'enfance avec lequel ils sont partis. Et voilà ce fils qui, d'un seul coup, entend la voix de son père, bien avant que son père ne rencontre sa propre mère. Et c'est très difficile d'imaginer votre père en dehors de votre propre mère, comme si finalement il a toujours été vieux, comme si toujours il avait été adulte. Et donc il entend une voix particulière, hésitante, avec toutes les formulations d'invocation au départ, et il donne simplement voilà, nous sommes bien arrivés, dis à ma mère que tout va bien, je prie pour vous, et commence le travail dans les mines du Nord. Et au fur et à mesure, Amin, justement, parce qu'il prend justement, il trouve un Walkman pour pouvoir écouter à l'époque, et il prend justement ce Walkman et ses cassettes qui tracent 40 ans d'immigration, et il va faire ce voyage hexagonal du nord au sud de la France et de l'est et l'ouest pour aller découvrir là où son père a travaillé et les amis qu'il a pu rencontrer. Et donc, il arrive dans des lieux qui n'existent plus. Donc il y a aussi une géographie du silence. Les mines n'existent plus. Il arrive à Besançon, c'est les montres LIP qui n'existent plus, qui ont été une véritable révolution à un moment dans les années 70. Et donc, même dans le sud, en Camargue, il y a des espaces qui n'existent plus. Donc du coup, comment dire une parole face à des traces qui ont été invisibilisées, qui n'existent plus? Et donc, c'est un road trip de la mémoire. Et au fur et à mesure, ce qu'il pensait de son père va être à chaque fois revu au fur et à mesure. Et petit à petit, les gens qu'il rencontre lui disent « Mais vous avez la voix de votre père. Vous lui ressemblez. » Et en fait, on se rend compte que Amin est aussi un taiseux. C'est aussi un silencieux. C'est-à-dire que le silence, globalement, n'a pas été simplement du père vis-à-vis de son fils, mais il a été aussi du fils vis-à-vis du père. Et donc, il y a ce double silence, mais il y a aussi un autre silence, qui est d'abord le silence de la société française sur toute une partie des gens qui ont contribué simplement à la construction. Et donc, fondamentalement, il y a eu tout un discours dans les années 90 qui était fait sur les immigrés par un certain nombre de prêcheurs musulmans et autres d'ailleurs, en disant « vos pères ont courbé les chines ». C'est-à-dire que vos pères ont rasé les murs. Mais en fait, dès que vous commencez à travailler sur les archives de ce qui est disponible, vous vous rendez compte qu'ils ont été militants, qu'ils se sont battus, qu'ils étaient syndiqués. Et donc, du coup, à travers ce roman, j'essaie de raconter toute une génération de lutte ouvrière, parce qu'il s'inscrivait absolument dans ces luttes ouvrières. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces pères, au fur et à mesure, deviennent quelque part silencieux? Et je pars du principe que toute vie mérite récit. Et donc, lorsque vous avez cette première génération qui est en train de partir, quelles sont les traces que cette génération laisse? Et comment leurs enfants, s'ils n'ont pas posé des questions nécessaires à un moment pour briser la distance entre le père et les enfants, comment vont-ils pouvoir transmettre eux-mêmes à leurs propres enfants lorsqu'il y a un récit manquant? Et donc le fait à la fois sur Ainsi parlait ma mère et Les silences des pères, pour moi, raconter ces histoires-là, c'est des histoires universelles, intimes, universelles, politiques, mais c'est aussi une question de reconnaissance et c'est une question aussi de justice. Tout à fait. Justement, donc, en parlant justement de la reconnaissance, on se rappelle, M. Benzine, par exemple, le film Indigène ou Tirailleurs, Indigène en 2006 ou Tirailleurs avec Omar Sy en 2022, c'est tout récent. Ce sont justement donc des œuvres qui réhabilitent et qui donnent justement donc une nouvelle vision. Il y a la vérité sur des gens bien sûr qui étaient invisibilisés. Ma dernière question, parce que là je pense qu'on doit laisser aussi la salle intervenir. Ma dernière question, est-ce que vous pensez, donc Monsieur Rachid Benzine, est-ce que vous pensez que justement la littérature est capable de donner cette reconnaissance, de reconnaître et de visibiliser les invisibles et donc de jouer un rôle pour la réhabilitation? Je le pense sincèrement dans la mesure où
Vous avez parlé d'Omar Sy, que je connais bien, qui est un ami, puisqu'on travaille ensemble sur l'adaptation d'un certain nombre de romans. Et je crois que son film Les Tirailleurs a fait beaucoup plus de bien en termes de reconnaissance et même politique, parce que ça s'est traduit politiquement avec Macron qui a débloqué des situations. Et que parfois, Même avec Chirac avant. même avec pour- Chirac, avec, avec les indigènes, c'est comme si finalement le langage politique devenait quelque part trop technique et n'était plus capable de toucher les cœurs et de mobiliser l'imaginaire et l'action. Et que peut-être qu'à travers la fiction, c'est peut-être quand on est le plus éloigné, parce que la fiction c'est ça, on essaie de s'éloigner le plus loin du réel pour changer le réel. Et donc du coup la littérature, l'art en général, la peinture, le théâtre, le cinéma, ont cette capacité de bouleverser l'imaginaire, mais surtout de toucher la sensibilité des gens. Absolument. C'est-à-dire que globalement, au fur et à mesure, on est de plus en plus insensible face à ce que nous recevons et que le rapport à un texte, le rapport à un monde, le rapport à un imaginaire permet justement d'appréhender la réalité autrement et de pouvoir agir. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que la littérature ne propose pas une vérité, elle Oui. propose du sens. La littérature parle de l'intime et l'intime est par définition politique. Voilà, donc justement, donc cette question me pousse à une autre rapidement. Donc, juste une dernière, c'est que vous, Monsieur Benzine, vous avez commencé par les essais. Et puis après, une entrée formidable dans le romanesque, dans la fiction. Donc, est-ce que vous vous trouvez mieux dans le deuxième univers ou est-ce que vous arrivez bien sûr donc à combiner les deux, Moi, j'ai besoin des deux. des deux? Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin à la fois de conceptualiser, de théoriser, d'aller sur Absolument. le terrain, Absolument, essayer de comprendre. Après, la question, c'est toujours cette idée de la transmission. c'est ça, C'est de ce que nous comprenons sur le terrain, comment le transmettre à un C'est plus ça. grand monde. absolument. Et il m'a semblé, depuis Lettre à Nour, depuis 2015, que je devais m'emparer de ce langage-là pour dire aussi des choses simplement d'une autre manière, mais que Absolument. globalement, quand on creuse ces questions-là, c'est une question d'invisibilisation. Comment les gens, quand ils sont à la marge, invisibiliser, comment les rendre visibles, Absolument. comment entendre ces invisibles et ces inaudibles. Et donc Absolument. la littérature permet justement, parce qu'il y a une expérience, vous savez, le livre est sorti depuis très très peu de temps. Oui, tout à fait. Et, Août, juste août 2023, il est tout près, tout chaud. le 18 août, et la réception, elle est énorme, Mm. mais même de pays, je dirais, francophones, où des gens sont en train de le Oui. lire, et ils disent, mais c'est mon expérience, c'est l'expérience de mon père, Tout à etc. fait. Et donc on voit bien que la littérature permet cela. Tout à fait. Voilà, donc, Monsieur Benzine, on va écouter maintenant la salle. S'il y a des questions, donc, ou si vous avez des réactions, à monsieur- Excusez-moi, Sabah. Avant de passer aux questions, je voudrais juste rendre hommage aux parents, à la famille de Monsieur Benzine qui est juste derrière, à sa maman qui est là avec nous et qui assiste pour la première fois à une lecture. Et vous avez 20 minutes, donc prenez le meilleur. J'ai un micro pour celles et ceux qui voudraient prendre la parole. Bonsoir Rachid, quel plaisir tout d'abord de te revoir. Et je tiens tout d'abord à te remercier de m'avoir permis en 2017 de côtoyer Nour, que j'ai l'héroïne de Lettre à Nour, quand j'ai traduit ce livre qui a été présenté à Essaouira pendant le festival des grands penseurs. Et je ne te remercierai jamais assez pour ce plaisir que j'ai ressenti quand j'ai traduit ton magnifique livre. Alors, revenons au silence des pères, que je n'ai pas encore le plaisir de lire. Si un jour tu donnes la parole à ton père, ce grand silencieux, que dira-t-il à ses enfants et aussi à tout le monde en tant que père et en tant qu'émigré? C'est une question difficile, mais je pense qu'il ne dirait pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, j'ai un père, vraiment, le silence, c'est sa manière d'être au monde. Voilà, c'est une nature, il a une manière, dès qu'il rentre dans le salon, avec son silence, vous savez qu'il est là. Et son silence est suffisamment parlant. Il n'a pas besoin de dire des mots.
Et donc, du coup, face à ça, on essaye de traduire. Alors, après, vous avez ma mère qui dit certaines choses sur votre père. Voilà, vous lui arriverez jamais à la cheville, votre père, c'est quand même quelqu'un. Ouais. Ma sœur, ma grande sœur, a une autre partie d'elle. Et donc, du coup, on essaie de construire un puzzle, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se communiquer par le silence. Parce que je pense que fondamentalement que le silence est un langage. Mais je le pense fondamentalement. C'est-à-dire que il y a, il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui communiquent énormément avec leurs enfants, mais qui ne parlent pas. Parce qu'il y a une différence entre la communication et la parole. L'éloquence du silence, et donc du coup, c'est une manière d'habiter le monde, et moi, je respecte. Voilà. Puis, vous savez, c'est aussi intéressant parce qu'on est dans une société où il y a une injonction à la parole. Vous devez parler, vous devez être transparent, vous devez dire ce que vous pensez. Et donc, dans cette injonction à la parole, dans cette injonction à se montrer, dans cette injonction à dire vos pensées, etc., il faut parfois résister à ces injonctions en termes d'aveu. Voilà, donc il y a peut-être que le silence a aussi des choses à nous dire. En tout cas, oui, certainement, mais il y a un passage que je vous lirai tout à l'heure sur le bus et de ce père, mais je vous le lirai tout à l'heure, mais comment justement les pères tentent un peu de s'effacer, de ne pas trop parler pour laisser les enfants aussi parler. Ouais, donc mais ça, vous le comprenez bien plus tard. Allez-y. Un jour, après le conservatoire, je me souviens, il pleuvait des cordes. Je m'étais précipitée dans le bus avec mes camarades. Mon père s'y trouvait déjà, monté à un arrêt précédent. Il rentrait du travail. En me voyant, il avait baissé la tête et était descendu à l'arrêt suivant, si loin de notre cité. À travers la vitre, je l'avais vu marcher le long de la voie du bus en remontant le col de sa veste. 1 heure plus tard, il était arrivé trompé à la maison. Je n'avais pas su, ni même lui demander pourquoi il était descendu. Mon père redoutait que sa seule présence me fasse honte devant mes amis musiciens. Je ne suis plus assez bien pour lui et la vie qu'il me doit mener. Voilà sans doute ce qui s'était dit. Merci pour cette lecture. Bonjour, je suis aussi ravie que Rokhaya d'être là. Ce n'est pas la première présentation à laquelle j'assiste et que peut-être notre groupe de lecture assiste. Nous avons assisté à plusieurs des présentations de vos romans, de vos œuvres. Et le dernier que nous avons lu, c'est Voyage au bout d'enfance, que nous avons trouvé touchant, très bouleversant. C'est un magnifique roman. Celui-là aussi, je suis sûre que nous allons le programmer dans le cadre de notre club de lecture, donc, qui est composé de femmes. Alors, moi, j'ai envie de faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. À la page de garde de ce roman, vous dites « Le silence oblitère tout ». Et là, j'ai envie de poser une ou deux questions par rapport à ça. Peut-être la même chose que vous venez de dire, c'est-à-dire, est-ce que les silences effacent tout? Est-ce qu'au contraire, ils ne gravent pas tout? Parce qu'ils ne gravent pas tout sur la mémoire, sur le corps, sur les agissements, sur les comportements, sur les caractères. Après, le silence peut être aussi une façon de parler à haute voix. On est d'accord que la communication, le langage, l'expression, elle peut radier des problèmes, elle peut aider à communiquer, elle peut aider à faire, c'est-à-dire à créer beaucoup de synergie et de liens. Mais le silence aussi peut être une sorte de langage pour passer des messages, même si c'est une sorte d'exil en soi, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, vous avez raison sur
toutes ces fonctions du silence, et on pourrait en rajouter plusieurs, pour tenter en tout cas de créer une espèce de grammaire des silences. Effectivement, j'ai mis en exergue une citation de l'auteur américain, romancier Paul Auster, en disant « Le silence oblitère tout ». Et donc, entre l'oblitération et l'oubli, il y a un lien. C'est-à-dire que globalement, lorsque ces récits de ces pères ne sont pas racontés, ils seront automatiquement oubliés. Et donc, la question, c'est comment garder en mémoire. Et moi, je travaille sur un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, justement, dans un ouvrage sur cette réflexion, c'est un ouvrage qui s'appelle Mémoire, Histoire et Oubli. Voilà, et mémoire, histoire et oubli, et ce sont 3 rapports au temps et à l'histoire. La mémoire, l'histoire et l'oubli. Et il commence son ouvrage avec cette citation. Il dit « Je suis surpris par le trop-plein de mémoire d'un côté et le trop d'oubli de l'autre. » Et il dit, ce que je cherche, c'est l'idée d'une juste mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'une juste mémoire? Parce que ressasser complètement le passé peut devenir une souffrance. On a une expression marocaine, on dit « l'ifat met ». Vous voyez, donc il y a quelque chose qu'il faut pouvoir effacer pour pouvoir, je dirais, grandir. Et en même temps, dans le trop-plein de mémoire, c'est en général, le ressentiment, c'est une mémoire qui ne veut pas guérir. C'est ça le ressentiment. Le fait de ressasser complètement, c'est lié à la mémoire qui n'est que dans la répétition. Et donc la question, c'est comment travailler cette question de la mémoire en essayant qu'elle soit la plus juste possible et en racontant ces récits. Et tous les récits que peuvent raconter les enfants de l'immigration ou pas, ils ont droit de citer. Et dans une société, par exemple, c'est très intéressant en ce qui concerne les Amazirs, pendant très longtemps, leurs récits étaient inexistants. Maintenant, je dirais d'un point de vue déclaration officielle, leur fête annuelle est reconnue. C'est très important parce que d'un seul coup, on est passé d'un trop d'oubli à une espèce de juste mémoire. Et qu'une société, c'est l'ensemble des mémoires qui se sont sédimentées dans une histoire. Mais en même temps, on ne peut pas se rappeler de tout. Donc, il y a des moments où il faut pouvoir aussi avoir cette capacité d'oubli. Et c'est simplement parce que moi, j'ai ressenti que ces pères-là, nous ne les avions pas suffisamment racontés, en tout cas dans la littérature, que ça m'intéressait de raconter. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe davantage aujourd'hui, c'est que dans tous les couples que je vois, en général, les hommes deviennent de plus en plus silencieux. Et donc ça c'est une grande interrogation, je ne sais pas pourquoi, mais au fur et à mesure, les hommes deviennent silencieux. En tout cas, beaucoup. Vas-y, toi. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Alors, sincèrement, je suis venue aujourd'hui parce que le titre du livre m'a interpellée, parce que j'ai vécu cette année, j'ai perdu mon papa, et quand il est parti, j'ai découvert ses carnets. Et dans ces carnets, c'est vrai, moi, avant de vous raconter ça, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y aura un livre où on va parler des silences des enfants? Parce que parfois, les enfants, ils peuvent casser le silence du papa, comme il a fait le papa du narrateur quand il racontait tout à son père. Pourquoi Amine n'a pas essayé, pour les 22 ans, il a passé 22 ans à me parler à son papa, pourquoi il n'a pas cherché justement à briser ce silence? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que mon histoire à moi avec mon père, nous sommes une fratrie de 4 filles et 2 garçons. Et parmi les 6, j'étais la seule qui lui parlait. Je l'écoutais. Quand il venait chez moi, on pouvait rester jusqu'à 2 heures du matin à me raconter ce qu'il faisait dans le travail. Et même avant son départ, on pouvait parler 1 heure par téléphone, alors que mes frères et sœurs n'avaient pas cette occasion. Et comme vous avez dit aussi, quand vous avez voulu vider la maison et vous allez...
qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut. Moi, j'ai rien voulu garder, juste ces carnets. J'ai dit que c'était mon seul héritage de mon père. Alors, il racontait les dates. Par exemple, quand il parlait de moi, Soumia est venue telle heure, elle est venue seule, elle est partie telle heure. Et même dans son récit, on sentait qu'il y avait une tristesse, mais qui n'était pas racontée. Il l'a raconté avec les couleurs. Il utilisait l'encre rouge, l'encre bleue. Il faisait aussi des références. Donc, je pense aussi que les enfants, vous avez dit que les pères sont devenus silencieux, c'est aussi les enfants qui ne vont pas aller chercher cette parole chez ce papa. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur Soumia. Présence de tes parents et ta présence surtout aussi parmi nous ce soir, Sidi Rachid. Alors, quand on évoque le nom de Rachid Benzine, les souvenirs remontent déjà à la télévision française où tu intervenais très souvent, essentiellement pendant la période des attentats. Donc tu étais ce penseur qui portait la bonne parole, l'islam modéré, tirer les choses au clair sans jamais vendre ton âme au diable. Je vais dire ça comme ça. Tu as toujours été très singulier, exceptionnel, et le fait même d'écrire des livres comme les nouveaux penseurs du monde arabe, etc., ça a été aussi une espèce d'apport en termes de réflexion sur la philosophie nouvelle, sur l'apport du monde arabe, sur l'apport de l'islam à la civilisation mondiale, et dire qu'il y a effectivement une pensée qui a existé et qui existe toujours, et qui apporte quelque chose à l'humanité d'une façon générale et globale. Alors tout ça, c'est super parce qu'à l'université, on a un bon public, mais ça reste toujours élitiste, ça reste toujours fermé, on est toujours dans l'amphi, on n'a pas cette possibilité de sortir à l'extérieur. Mais dès que vous touchez à la fiction, te voilà déjà avec un public éclectique, nombreux, différents, variés, riches et enrichissants aussi pour un auteur. Alors, est-ce que le penseur que tu es ne se retrouve pas mieux finalement dans la fiction? Parce que la fiction, elle va porter des choses encore plus drôles, encore plus savantes, encore plus enrichissantes pour le philosophe que tu es. Donc ma question est très claire. Donc, ton apport de philosophe, de penseur, parce que je te mets vraiment dans tous ces d'essayistes, etc. Comment tu peux apporter ta réflexion dans la fiction en étant dans l'aisance des mots, parce que tu manies tellement bien la langue, tu as un style exceptionnel, et puis tu es très beau à lire. Et ça, c'est très rare pour un philosophe qui vient dans la fiction. Voilà, Rachid. Je te remercie beaucoup aussi, Fouad, pour ces mots. Effectivement, en tout cas, mon passage à la littérature ou à la fiction date vraiment de 2015, à un moment où je travaillais sur Daesh, justement. J'avais mes collègues qui travaillaient sur le parcours biographique des individus qui rejoignaient Daesh, d'un point de vue sociologique, psychologique. Et on m'avait demandé est-ce que je voulais travailler sur ce phénomène. Et je leur ai dit oui, moi je veux bien, mais je veux travailler sur où est-ce qu'ils vont, quelle est l'histoire qu'on leur a racontée. Et vraiment le récit, avec cette idée du récit que Daesh, comme toute organisation, d'abord a proposé un récit auquel les gens se sont identifiés, se sont reconnus, et ensuite ils ont été capables de bouger et d'agir. Et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on adhère à un récit? Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à une histoire? C'est parce qu'on se reconnaît. Et donc la question de la reconnaissance, elle est fondamentale. Mais qu'est-ce qui est reconnu? Ce n'est pas simplement une question de l'identité, c'est une question on reconnaît vos capacités. Non seulement votre dignité, mais aussi vos capacités à dire, vos capacités à faire, vos capacités à vous imputer la responsabilité de ce que vous faites. Donc, et c'est très intéressant parce que l'être humain, c'est d'abord des capacités. Et lorsque vous avez des capacités ou des vies empêchées, donc ça devient très difficile. Puis d'un seul coup, il y a un discours, un récit qui réouvre en vous des capacités pour imaginer et pour agir. Par exemple, si vous prenez le discours qu'on appelle islamiste ou populiste, parce qu'ils ont les mêmes phénomènes, ce sont tous les deux des discours virilistes, des récits virilistes qui prétendent redonner de la puissance aux gens.
Et les gens y adhèrent parce qu'ils ont l'impression que ça réouvre la possibilité d'agir. Mais je peux vous raconter tous les récits, parce que je travaille beaucoup sur la guerre des récits. Comment une société est fondée sur des récits et comment il y a véritablement, je dirais, ce combat. Et c'est parce que j'ai vu après le Bataclan, le 13 novembre 2015, que je me suis dit, d'un seul coup, la plupart en termes de pensée, de complexité, de nuances, étaient inaudibles. Aujourd'hui, la pensée complexe devient inaudible. Et donc, du coup, on a des combats, on a une espèce de débats qui sont mal posés, qui sont même plus des débats. Voilà, et il y a une surenchère. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut que je trouve un autre moyen pour raconter ce que j'ai vu. Et c'est là où j'ai dit, de la fiction, j'en ai jamais écrit. Donc, je dis, bon, des lettres, ça, je sais faire. Parce qu'on en a tous écrit. Et voilà. Et donc, j'ai écrit ces lettres à Nour, dont je ne m'attendais pas du tout, là, je dirais, ce phénomène-là, il a été joué en Italie, je me rappelle très bien en Italie, en italien, et les Italiens font vraiment les choses en grand. Je dirais un grand théâtre italien, plus de 2000 personnes, qui se lèvent à la fin émus, qui pleurent et qui disent merci. Et je me dis, tiens, j'aurais pu raconter le récit théologico-politique du récit de Daesh, etc. Alors là, les gens ne sont pas d'accord avec vous, ça ne marche pas. Mais en passant par cela, ça m'a permis de comprendre la puissance de la fiction. Et c'est vrai que je m'y sens bien, mais ça dure une semaine. J'ai besoin de tout de suite je dirais de revenir aux essais. Parce que j'ai besoin absolument j'ai besoin de conceptualiser, j'ai besoin de théoriser. Et donc, pour la première fois, j'ai l'impression, depuis que j'écris les essais et la fiction, j'ai l'impression enfin d'être réunis. Parce qu'il y avait dans les essais, vous savez, quand vous écrivez, votre sensibilité, votre côté sensible, le cœur, les tripes, vous devez mettre ça de côté. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que comme j'ai étudié en France, et lorsqu'on parle en France, par exemple, je dis, quand je parlais de la religion, je dis l'actant Dieu, le discours, vous voyez, le discours, le texte, la figure du prophète, vous voyez, c'est des mots, mais qui organisent une grammaire, qui organisent une pensée, pour que de telle sorte que la croyance religieuse, théologique ne rentre pas dans ce que vous êtes en train de construire. Parce que vous êtes dans un langage scientifique. Et que la question de la foi, la question de votre sensibilité, les questions théologiques telles que vous les pensez, n'ont pas à entrer dans l'équation, sinon vous détruisez complètement. Et d'un seul coup, je me suis dit, la fiction me permet tout. Alors ça me permet de mélanger, ça me permet de dire parfois ce que je pense, et ça me permet même parfois de dire ce que je ne pense pas. Et donc pour moi, cette liberté, elle est absolument, je dirais, totale, parce que c'était très intéressant sur la question des humiliations. Moi, en travaillant dans les prisons, j'ai tout de suite vu que les filles qui étaient parties rejoindre Daesh étaient beaucoup plus radicales que les hommes. Tout de suite, mais vraiment très très vite. Et je me suis intéressé, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette radicalité qui est encore beaucoup plus grande chez les filles? Et les humiliations. Et à un moment, dans cet échange de lettres, à un moment, Nour, ça commence comme ça, hein, mon cher papa, je sais que cette lettre va te faire du mal, pourtant je veux te dire combien je t'aime. Papa, je t'ai demandé l'autorisation de passer quelques jours chez tante Safia. Pardonne-moi, je ne suis pas allé. Avant-hier soir, je suis arrivé en Irak pour rejoindre mon mari. Ça commence comme ça. Voilà. Et puis d'un seul coup, vous avez beau donner la meilleure éducation à vos enfants, ils en font autre chose. Et à un moment, dans la discussion qu'elle a avec lui, quand elle le traite aussi de lâche, de quelqu'un qui réfléchit simplement mais qui n'agit pas, et elle lui dit sur Daesh, elle lui dit « Les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Vous voyez bien que ce que je suis en train de dire là me semble important, je dirais, à dire, mais en même temps sur la question des humiliations qui préparent toujours les violences de demain. Donc la pire chose dans une société, c'est ce qu'on appelle le hagra, c'est le fait d'humilier les gens. Et les humiliations préparent toujours les violences. Mais le dire comme cela, et le dire de manière rhétorique, de manière sensible, dans un échange épistolaire entre un père qui adore et qui aime sa fille, donc une histoire d'amour face au tragique, ça ne prend pas du tout la même sens. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est renvoyé à la figure du père, chacun d'entre nous est renvoyé complètement à la figure du fils, et c'est parce qu'il y a ces expériences universelles qu'il y a une possibilité de créer du commun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on crée
du commun. C'est une question qui se pose notamment au Maroc. Hein. Excusez-moi, je vais faire 30 secondes de politique, mais parce que j'ai envie de le faire. Tout simplement, vous savez, dans une société, il y a ce qu'on appelle des biens communs, c'est-à-dire des biens qui sont soustraits au marché. Les biens communs, ce sont des biens qui sont à la charge de l'ensemble des Marocains et des Marocaines pour en prendre soin. Et il y a 3 biens communs. Il y a la sécurité des individus, il y a la santé, et il y a l'éducation. Je ne parle pas de la sécurité. Mais lorsque l'éducation et la santé deviennent privées, il n'y a plus de biens communs entre l'ensemble des Marocains. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phénomènes de violence. Et donc, ne croyons pas que par la privatisation de l'école et certains qui vont penser pouvoir sauver leurs enfants, ce n'est pas cela qui va se traduire. Et qu'une société, c'est d'abord une réflexion de l'ensemble des citoyens en se disant c'est quoi le bien commun qui doit être pour tous les Marocains de telle sorte que je sois au nord, au sud, je suis solidaire de cela. Et sinon, on fait une société d'égoïstes, on fait une société des libéraux, on fait une société qui pense qu'elle va pouvoir se sauver grâce à l'argent. Mais ça, dans tous les pays où il y a de la privatisation, on en voit très très vite les limites. Parce qu'une société, c'est d'abord le lien, l'autonomie, mais c'est aussi une capacité de solidarité. Et c'est ce type en tout cas de réflexion que j'aimerais amener dans l'espace public pour que les citoyens soient conscients qu'eux-mêmes participent au démantèlement de la société. Et quand vous n'avez pas de bien commun, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de cohésion. Moi, je me rappelle, je suis parti de France, en France en 78, mais pendant très longtemps, le service public de l'éducation était un bien commun. Donc, c'est important, je dirais, de ne pas vouloir tout privatiser en pensant que c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Donc, à un moment, il faudra aussi faire des choix qui coûtent à l'ensemble et que tout cet argent qu'on mettait dans le privé, bon, vous pouvez aussi le mettre dans le public, il y aurait quelque chose qui offrait du lien. Et je m'excuse pour... c'est une colère que j'avais envie de vous dire, voilà, tout simplement. Voilà, on remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Benzine. C'est un plaisir de vous entendre et de vous écouter et de vous suivre. On aimerait d'autres rencontres avec vous. Merci à vous tous d'être venus et à bientôt et à une prochaine fois. Alors, un mot de fin. Il ne faut jamais conclure. Et on se revoit bientôt. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Amina. C'est grâce à toi que nous sommes là. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous tous. Et nous espérons vous revoir au mois d'octobre, novembre, décembre. Notre contrat se prolonge jusqu'à la fin de l'année 2023. Nous remercions l'hôtel Sofitel de nous recevoir si gentiment. Merci.